des débats pour venir à votre rencontre à travers une seule adresse, à travers bien sûr vos questions et réactions sur cultureclub@entv.dz. Et la nuit sera douce aujourd'hui, je vous le disais, pour ce premier numéro de la saison culturelle à travers cet ouvrage Béjaïa, Momo Aïnia, à travers l'imaginaire, la curiosité, la beauté, l'humanité de ce photographe, à savoir Al-Sqi Tahar. Que dis-je? Al-Sqi Tahar, exactement. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. C'est un peu votre baptême de feu, j'allais dire, hein, à travers cet ouvrage lourd de sens, encore une fois. 10 ans, 15 ans de passion, en fin de compte. Cette passion, vous l'avez matérialisée à travers cet ouvrage sur lequel nous reviendrons tout au long de l'émission. Merci encore une fois d'accepter notre invitation. Un monstre sacré de la culture et de la littérature en particulier, même si son imaginaire l'a conduit un peu plus loin en commettant des textes sur la peinture, sur la littérature en particulier et également sur la photographie. Il s'agit de monsieur, s'il vous plaît, Rachid Boujedela. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Rachid Boujedela. Vous avez commis les textes de cette ville. Et j'ai comme l'impression que c'est une relecture de Béjaïa que vous nous offrez à travers cet ouvrage-là, à travers ces textes encore une fois, parce que vous avez une longue histoire d'amour avec Béjaïa, une histoire qui a commencé, j'imagine, lorsque vous aviez 10 ans. Est-ce que vous avez été dans ce qu'on pourrait considérer ce retour dans le monde de l'enfance que nous propose entre autres Al-Sqi Tahar? Eh bien, vous allez répondre à nos questions et bien d'autres tout au long de l'émission. Merci encore une fois d'être avec nous. Rachid Boujedela, une double actualité. Hein. D'abord, Béjaïa, ma ville, ma pupille, mais également Printemps, votre dernier roman qui a été, comment dire, encensé par la presse, qu'elle soit ici et également hors de nos frontières. Chez nous, c'est aux éditions Balzac. Et puis, j'imagine, vous allez nous offrir des vents dédicaces pluriels pendant l'organisation du Salon international du livre. Rachid Boujedela, merci encore une fois d'être avec nous. Troisième invité, il s'agit de Al-Sqi Tahar. Bonsoir. Vous êtes plasticien, encore le point commun, ou j'allais dire le dénominateur commun de tous les invités ce soir, c'est un peu la curiosité, parce que vous avez énormément travaillé sur des plateaux de théâtre, le cinéma. Aujourd'hui, vous travaillez sur une grande exposition photographique, et ces mêmes photos de Al-Sqi Tahar vous ont parlé. Hein. Vous avez réalisé des textes calligraphiques hein, de grands chanteurs, de grands poètes qui vous inspirent et vous parlent encore. Merci encore une fois d'être avec nous, Al-Sqi l'Arbi. Et puis dernier invité ce soir, quatrième et dernier invité, parce que c'est l'animateur qui conjure le mauvais sort à travers le 5e élément. Eh bien, nous avons avec nous Madina Haoui. Bonsoir. Bonsoir. Mais c'est un plaisir de vous avoir. Alors le téléspectateur doit certainement se dire, mais que fait cette quatrième invitée sur ce plateau? Eh bien, vous faites partie de l'association andalouse de Cheikh Sadr El-Bejaoui. Et puis j'ai entendu dire que ce bout en train savoir Al-Sqi Tahar est tombé fou, amoureux de votre instrument magique. Hein. La poésie lui parle, votre façon d'interpréter lui parle également. Il a insisté à vous avoir sur le plateau pour ce premier numéro de la saison, je le rappelle, 2014-2015. Merci encore une fois d'être avec nous. Merci de votre fidélité. Merci de nous laisser vos messages sur cultureclub@untv.dz. Al-Sqi Tahar, à nous deux. Donc, je le disais, Béjaïa, ma ville, ma pupille. Le titre est en lui-même une longue poésie, une poésie qui a nourri votre enfance, votre adolescence, jusqu'à ce jour, jusqu'à commettre ce bel album. Mais avant cela, je reviendrai particulièrement sur un texte que vous avez commis en 1983 lors d'une manifestation photographique qui avait pour thématique rencontre avec un S. Et ma ville, ma pupille, vous avez écrit ce texte pour votre ami, un autre photographe, hein, à savoir Nasser Mechkan, et vous disiez qu'est-ce qui fait ta lumière, qu'est-ce qui fait tes ombres? Je te regarde vivre, tu me vois passer, je te fixe par mon regard, tu me libères par ton éclat, fais que ce voyage au bout de tes images perdure. Et le voyage ne s'est jamais arrêté. Voilà. C'est comme ça qu'a commencé l'aventure. Vous avez commencé à écrire pour justement votre ami, je le disais, Nasser Mechkan, et la ville vous a toujours inspiré. Il y a deux éléments fondateurs dans votre cursus, dans votre construction. C'est Béjaïa d'abord et Alger ensuite. Quel est votre rapport à ces deux villes? C'est un rapport d'abord lié à mon enfance, lié à mon parcours. Ouais. Et j'ai toujours été un peu à cloche-pied entre ces deux villes-là. Et d'ailleurs, le petit poème que vous venez de lire, je l'avais écrit pour Nasser Mechkan lors de sa première exposition photo. Il y a un peu plus de 30 ans. C'était en 83, si mes souvenirs sont bons. Oui. Il avait exposé au Mougar. Et c'était une expo de photos en noir et blanc sur Alger. Il avait appelé ça Rencontre, parce que ça se passait entre autres au Mougar, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et j'avais écrit un petit texte autour de ces photos sur Alger.
Et par la suite, quand j'ai commis, comme vous l'avez si bien dit, ce livre sur Béjaïa, je me suis rappelé le livre. Et c'est un peu une jonction entre ce que j'avais écrit en 83 sur Alger et mon propre regard sur ma ville. Il y a une forme de résonance, d'écho entre Absolument. ce qui s'est passé il y a 31 ans et aujourd'hui. Absolument. Absolument. Comme je te disais, je vis à cloche-pied entre deux villes. Mon enfance à Béjaïa, une autre partie de mon enfance et de mon adolescence, la fac sur Alger, et par la suite professionnellement aussi. Et donc, entre ces deux villes-là, j'ai toujours été, pas écartelé, mais un pied là. Nous sommes dans l'écartèlement poétique et philosophique. Ça n'est certainement pas Rachid Boujdallah qui nous dira le contraire un peu plus tard. Mais j'ai entendu justement Rachid Boujdallah, quand il parlait de votre rapport à la ville, il disait tout simplement qu'il avait un rapport orgasmique. Oui. On parle de jouissance, c'est très sensuel, une écriture tout en sensualité. Absolument. En ce qui concerne... Absolument. Il avait dit ça en regardant les photos, Rachid, quand je lui avais proposé de me faire un texte autour de mes photos. Et puis il avait dit que en voyant les photos, il avait terminé par me dire: vous avez, Alscrit, tu as un rapport orgasmique à cette ville. Et c'est vrai, c'est un rapport de désir. C'est un rapport de désir et en termes... Et nous, le plaisir, on l'a entre les mains, c'est-à-dire l'ouvrage. L'ouvrage, je précise. Et donc, ça ne peut qu'aboutir à des choses en moi très profondes qui sont liées à mon enfance, qui sont liées à ma mémoire. Et ce que cette ville m'a apporté, sur tous les plans, sa part de construction de ma propre personnalité et de ma sensibilité. On est dans la construction, dans la reconstruction, comme une forme de reconquête de ce passé qui vous échappe aujourd'hui, ou qui nous échapperait presque. Je préférerais dire dans une sorte de ravissement, plutôt. Dans une sorte de ravissement au sens de l'esthétique et du fait que c'est une ville, c'est la ville de mon enfance. Et moi j'aime bien, il y a une phrase en arabe qui dit « Masqat ra'si », donc c'est là où ma tête est tombée. Et ma tête est tombée la première fois dans ce monde, à Béjaïa. Et donc, fatalement, dans la construction, il y en a qui disent qu'au début était le verbe. Moi, des fois, je me dis, est-ce que c'est pas l'image? Est-ce qu'au début n'était pas l'image d'abord? Donc, à partir de là, mon rapport par la suite à l'art photographique a fait que le ravissement que j'avais subi, ou bien qui m'avait enchanté quand j'étais enfant, je l'ai repris par la suite avec un travail de photographie sur Béjaïa. Et tout au long de cet ouvrage, je le rappelle encore une fois, Béjaïa, ma ville, ma pupille, que vous retrouverez chez les bons libraires à partir de demain, qui sera également présent lors de l'organisation du 18e Salon international du livre. Avec vous, on est dans une forme de déambulation et de l'errance visuelle, c'est réellement ça. Et dans cet ouvrage, on retrouve le Béjaïa de votre enfance, mais vous avez tout fait, pour notre plus grand plaisir, vous avez tout fait pour échapper aux clichés de ce Béjaïa touristique et folklorique. Vous avez échappé à Béjaïa de la carte postale. Oui, mais je n'ai fait que photographier ce qui m'importe, ce qui m'a fait travailler, ce qui a fait travailler mes entrailles, ce qui a fait travailler mon regard à moi. Ça veut dire que c'est à partir des photos de mon enfance, des vieux quartiers de la ville de Béjaïa, des éléments, que ce soit du ciel, de la mer, de la minéralité de cette ville, de la roche, du végétal. C'est un site géographique assez singulier. Et donc à partir de là, je pense que tout un chacun ne peut que succomber aux attraits de cette ville. Et moi, naissant là-bas depuis 4 ou 5 générations, tout ce que j'ai aussi pris de mes parents, de mes grands-parents, etc. Et puis, en pratiquant l'art photographique, je ne pouvais aussi que passer par un objet-livre, réaliser un objet-livre par tout ce qui m'a ravi. Alors, l'âme de la ville est également dans les visages. C'est un ouvrage, vous avez tout fait pour qu'il soit très humain. Avec vous, de la première à la dernière page, on est dans l'affect. Et vous en avez fait votre cheval de bataille, Al-Sqitar. Oui, mais l'affect, je suis d'accord avec vous, l'affect il est partout. Il est dans les façades, il est dans les personnages, il est dans le regard que je porte sur la mer, sur les montagnes, sur le végétal. En parlant des personnages par exemple,
J'ai photographié des personnages... Oui, l'âme de la ville est dans les visages, absolument, justement. Qui me parlent. C'est des visages et des personnes qui me parlent parce qu'elles sont porteuses de l'histoire de cette ville. Par exemple, allez, je vous prends un musicien qui est photographié là-bas, qui s'appelle Rabah l'Indochine. Ouais. C'est quelqu'un qui a fait l'Indochine, la guerre d'Indochine aussi, qui est un luth, un oued. Un oued, il joue du luth admirablement. Oui, comme Medina joue de la mandoline aussi admirablement. Et donc c'est quelqu'un c'est des personnes qui ont parcouru mon enfance et qui ont parcouru mon adolescence. Il y a 2 ou 3 musiciens dans le livre. Tout à fait, tout à fait. Et donc il me fallait... C'est des personnages qui me parlent énormément. Et donc c'est aussi, Béjaïa, c'est non seulement des images, non seulement des photos, mais c'est aussi la musique. Il y a 2 points communs. Il y a d'abord la mer qui réunit toutes ces photos-là. Le dénominateur commun, c'est la mer et c'est l'humain, encore une fois. Je le disais au sommaire de l'émission, Béjaïa, ma ville, ma pupille de Al Sretar avec Rachid Boujedra. Béjaïa, Momo Hinia, et vous dites, hein, sur les quais, j'écoutais le clapotis des vagues. Je baignais dans les odeurs du port de pêche. Mes yeux écarquillés d'enfants se posaient sur les amas des filets. Je les voyais tels des écrins de couleurs. On revient très souvent, on revisite, on sentirait presque le Béjaïa de votre enfance et le Béjaïa d'aujourd'hui. Où est-ce qu'il est, notre ami Al Sretar? Il y a des photos qui ont été prises. Mais on a réellement l'impression que c'est le Béjaïa du passé qui vous interpelle en premier. Non, pas uniquement. Il y a des photos qui datent d'il y a 4 mois, avant la réalisation du livre, il y a 8 mois, il y a 10 mois. Je n'ai photographié que... C'est l'autre versant de Béjaïa. Non, c'est Béjaïa, c'est les vieux quartiers de la ville, c'est la vieille ville de Béjaïa. Je n'ai photographié que ce que je sais, que ce que j'ai vécu. Là où j'ai baigné, là où j'ai grandi, là où j'ai usé mes fonds de culotte, là où j'ai pleuré, là où j'ai couru, là où j'ai sauté des escaliers qui descendent en cascade, la vieille ville. C'est beaucoup plus ce qui a fait. J'ai photographié ce que je porte en moi. Voilà, ce que je porte en moi. Surtout ces personnages qu'on appelle affectueusement les meubles de Béjaïa. Oui, mais pas les meubles, c'est des incarnations vivantes de toute l'histoire et de la culture de cette ville. Alors, Rachid Boujedra, bonsoir. Je le disais au sommaire de l'émission pour ce premier numéro que vous retrouverez dorénavant dans Culture Club tous les jeudis autour de 20h45, 21h. Double actualité, Printemps, votre roman chez Balzac Édition, puis ce beau texte de Béjaïa, ma ville, ma pupille. Il y a un rapport fusionnel entre ce grand curieux qui est Al Sretar et également vous. Une rencontre qui date d'un peu plus de 20 ans. Et vous nous disiez pour la préparation de cette émission, en voyant les photos de Al Sretar, j'avais l'impression de découvrir ou de redécouvrir un autre Béjaïa. Oui, mais en même temps de retrouver le Béjaïa de mon enfance, moi aussi. Ouais. Al Sretar a commencé c'est son enfance, il est né à Béjaïa, moi non. Moi je suis venu à Béjaïa à l'âge de 10 ans. Pour la première fois, je venais de Constantine, donc ville fermée, ville des hauts plateaux, très différente, loin de la mer. Et j'arrive donc pour la première fois dans cette ville, j'avais 10 ans, et ça a été vraiment une découverte formidable. Parce que 10 ans, pourquoi? Parce que à 10 ans, ma sœur aînée a été mariée donc à Béjaïa. Et donc la première, dès qu'au bout de... J'étais en vacances, quand j'ai pris mes vacances de l'école, on a été à Béjaïa donc pour... trouve que ma belle famille avait de très belles maisons anciennes de Béjaïa, et dont une qui était sur la mer directement, qui s'appelait un cabanon à l'époque, qui a été détruit aux Zegouat, détruit par la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'Algérie, parce que cette famille a été une famille nationaliste. On a donc détruit ce cabanon où j'ai passé, moi, tous mes étés entre 10 et, disons, je dirais 25 ans. Et je suis revenu après que le cabanon a été détruit, mais les vieilles maisons, les vieux quartiers dont parle Al-Sretar sont les quartiers que j'ai découverts parce que je trouve que Al-Sretar habite le même quartier que ma sœur. Donc. Et bien, en même temps, c'est à la fois ce côté
vieille Algérie traditionnelle, avec l'architecture de Béjaïa, donc les Hammadites, tout ça, les vieilles maisons, les courettes C'est une ville plusieurs fois millénaire, une ville méditerranéenne. Absolument. Donc avec les remparts Hammadites, les traces Hammadites, et ce port, le port de Béjaïa, qui est là partout, et puis cette minéralité dont on parlait Rizqi. Nous sommes encerclés par la mer. Nous sommes encerclés par les montagnes aussi, de très belles montagnes. La montagne, tout le temps, la montagne à Béjaïa se confond avec la mer et la mer avec la montagne. Et pas quelle montagne, des rochers, quelque chose, une pierre rocheuse, granitique, basaltique parfois, très très belle. Et tout ça, ça a été pour mon enfance, ça a été la ville du bonheur pour moi. J'arrivais donc de Constantine, j'étais interne pendant cette période à Tunis, au collège Sadiki, et pendant 7 ans. Donc il y avait entre l'internat, disons, de Sadiki de Tunis et l'internat de mes parents, de la maison familiale, Chaoui, donc un peu dur, un peu éducation difficile. Et j'arrive dans cette ville où tout était... on a découvert j'ai découvert beaucoup de choses en dehors de la beauté même de la ville, de ces personnages. C'était comme toujours, jusqu'à aujourd'hui, ces personnages sont là. Et d'autres, il y a eu les vieux que j'ai connus moi, mais il y a des jeunes aussi qui viennent remplacer les... Il y a une façon de vivre Bougiote, Bjaouia, c'est comment dire. Elle est particulière. Ah, tout à fait. Exactement ça. C'est peut-être à cause du site. Ouais. Aussi. Je disais au sommaire de l'émission, vous savez, quand on passe au-delà de 21h30, on peut se permettre un certain langage. Vous disiez que, justement, on s'était rencontrés pour la préparation de cette émission. Vous me disiez qu'Alem, je le dis, je ne le répéterai jamais assez, Al-Sri Tahar entretient un rapport orgasmique avec Béjaïa. Et justement, vous le dites dans le texte, vous parlez d'érotisme, de sensibilité, de d'émotivité et très souvent de jouissance. Oui, c'est vrai, parce que c'est une ville sensuelle. Toute l'Algérie est sensuelle, en fin de compte. Ouais. C'est une sensualité cachée. Évidemment, mais moi, justement, mon regard, ma façon d'être fait que je déniche, je débusque cette sensualité cachée derrière beaucoup de choses. J'ai découvert, et c'est vrai que peut-être c'est un peu mon enfance à moi, à Béjaïa, dans la mesure où, par exemple, j'ai vu les premières femmes se baigner en bikini sur les plages. C'était des filles de colons, évidemment. Ouais. C'était les colons. Et les femmes de colons et les filles de colons. J'ai vu les premières filles en train de jouer au tennis avec des shorts très courts. C'est une image qui vous a marqué, là, chez le Boulevard. Oui, ça m'a marqué. Vous en parlez souvent. Oui, on m'a marqué. Ça m'a marqué de voir cette liberté du corps français, colonial, que je haïssais, parce que j'étais déjà nationaliste. Et l'enfermement de notre corps à nous, Algériens. Hein, et ça me faisait de la peine. Et je voulais que les Algériens aient cette liberté du corps. Alors que la ville, les gens, en fait, mais toujours un peu cachés, un peu non dites, sont très sensuels. Tout est sensuel. Les femmes, à l'époque, il y avait les femmes, même Bessifsari, on disait le haïk, etc. Et donc, il y avait une certaine façon de mettre le haïk à la manière de Bougiot, tout extrêmement sensuel. Et votre regard qui brille encore, Rachid Bouza, quand vous parlez de cela. J'ai découvert mes premières émotions comme ça, purement esthétiques finalement. Au fond. Mais cette sensualité, dans les photographies, c'est là qui m'a vraiment, c'est que j'ai retrouvé mon propre regard que j'avais depuis l'âge de 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Ma sœur est toujours vivante et je vais souvent à Béjaïa, donc qu'il a toujours eu lui, parce que c'est vraiment vraiment. Mais vous le dites, il a échappé au discours redondant et surtout au discours inutile. Oui, parce que attention, c'est tellement beau Béjaïa que c'est très facile de faire de la carte postale avec. Très facile. Il a heureusement échappé à cela. Il a échappé à cela parce qu'il a fait rentrer, à mon sens, son intime regard, son intime vision des choses lui-même, peut-être à la fois sa souffrance d'être humain et son bonheur d'être humain. Les deux, il les a fait rentrer. On sent très bien que Mskoun, quand il est à Béjaïa même, on a beaucoup été à Béjaïa tous les deux ensemble, il y a une certaine façon de vivre qu'il aime beaucoup Alger, mais c'est bien qu'il s'épanouit le maximum. Mais dites-moi, Rachid Boujdallah, très franchement, vous êtes dans une analyse photographique ou psychanalytique? Les deux.
Évidemment, tout fonctionne avec la psychanalyse. D'accord. Je pense, moi, oui. Il n'y a pas d'art sans psychanalyse. Oui, et vous dites, hein, justement, vous parlez de sensibilité, d'émotivité, d'érotisme, nous le disions, de jouissance, entre autres, et vous dites, hein, vous parlez également de mélancolie, de cette mélancolie des façades, des rues, des chats paresseux, des clients, des chiens, pardon, alanguis, étalés lascivement face à la mer pendant les canicules du mois d'août, des âmes perdues dans les vénelles de l'insomnie, car le photographe cherche, fouille, farfouille, et parfois rencontre le côté sublime de la vie qui devient, à cause d'un angle désinvolte ou d'un zoom prémonitoire, la sublimation, même avec un arrière-goût, une arrière-pensée mystique. Est-ce qu'on peut réellement dire qu'aujourd'hui, Al-Sri Tahar est un soufi qui s'ignore? Oui, je pense. Moi aussi, je suis un soufi qui ne s'ignore pas. Puisque j'ai fréquenté, et je fréquente toujours, mais je pense que j'ai été le premier dans la littérature arabe à faire découvrir l'importance d'Ibn Arabi, etc. C'est moi qui fais de l'intertextualité carrément, avec pas seulement Ibn Arabi, mais aussi il y a des saints de Bjaya qui sont souvent des soufis. Ibn Arabi est passé par Bjaya. Il y a un texte aussi d'Ibn Arabi sur Bjaya. Et donc, je crois que c'est cette... Est-ce que c'est le cadre? Parce que malgré tout, quand on voit ces rochers très hauts et ces failles vers la mer, ça rend quelque part... on devient petit comme être humain, comme personnage. Al-Sri Tahar? Eh ben oui, juste pour rebondir sur ce qu'il dit, et d'ailleurs Rachid Boujedra reprend un passage d'une vision qu'a eu Ibn Arabi à Bjaya dans son texte. Il y a aussi à la fin, sur l'une de mes dernières photos sur Bjaya, il y a un texte de Sidi Boumediene El-Routi qui a été calligraphié par... Et on va voir quelques photos dans quelques instants de l'ouvrage. Hein. Par Arzq El-Arbi. Et il est vrai que Bjaya a été un centre du soufisme maghrébin avec des passages de grands maîtres soufis à Bjaya, entre autres Sidi Boumediene El-Routi, qui a passé des années à Bjaya. Ouais. Maintenant, il est le saint tutélaire de Tlemcen. Il était juste de passage sur Marrakech, parce qu'il partait à Marrakech, il est mort dans ses environs. Mais il a passé toute sa vie à Béjaïa. Et le choix de ce côté des soufis sur Béjaïa, comme le dit Rachid, c'est aussi une nature, une ville, un site géographique qui est d'une puissance extraordinaire. Et cette puissance-là, elle peut rejoindre quelque part une puissance divine. De par quoi? De par la beauté des choses, la beauté des éléments, de par et le murmure des vagues. La beauté partout. Il y a un côté cosmique, cosmogonique. D'où, je pense, les saints, c'est un peu ça dans le soufisme, la cosmogonie. Et c'est tellement beau le site de Bjaya qu'il est douloureux. Il est douloureux. Et c'est de là que vient, à mon sens, la mélancolie bougiote, les saints qui sont beaucoup déplacés à Bjaya dans les soufistes, et nous-mêmes, comme moi, les amis qui connaissent Bjaya, les bougiotes et les non-bougiotes, les visiteurs. C'est vrai que c'est une ville, je pense que... c'est une ville qui fait mal. C'est ça, pour moi, l'intérêt des villes. Les villes importantes vous font mal. C'est ce que disait, je pense, Kateb Yassine. Il est des villes comme des femmes fatales. Oui, absolument. C'est pour ça que vous parlez de jouissance. Et bien justement, j'aimerais bien revenir sur votre vision à vous, Rachid Boujedra, mais également à l'esthète, mais également au plasticien que vous êtes. Peut-on réellement, Rachid Boujedra, Al-Sri Al-Arbi, sublimer une ville comme Béjaïa, qui elle-même est sublimation? Oui, ça fait quasiment un pléonasme. Hein. Mais c'est... moi, je tourne beaucoup en Algérie pour les conférences, etc. Je connais le Sud, etc. Mais est-ce que c'est dû au fait, comme j'ai dit, j'ai découvert un peu le paradis interdit à 10 ans. À 10 ans, c'est l'âge des folies, de l'imagination. Il revient à ces images de filles... Non, pas seulement, mais même les gens. Par exemple, on parle nous avons parmi nous là, une musicienne andalouse, comme c'est formidable, d'un peu de la tradition de Cheikh Sadr Bjaoui, avec qui j'ai fait le voyage à Pékin, en Chine. Ça a été longuement, et c'était formidable. Donc, j'en parle entre parenthèses. Et donc, je pense que oui, il y a... on n'est pas des artistes pour rien. Hein. C'est pas gratuit, hein, un artiste. C'est très douloureux. C'est très difficile et c'est très pénible. Et je pense que Rizqi aussi, il connaît, je pense, Bjaya, peut-être même mieux que moi.
Donc, parce qu'il il a une proximité géographique de ses origines, et je pense que c'est la vade de soi, que c'est une chose... nous n'avons pas inventé ce... C'est pas un mythe. Ouais. Ce livre, cette histoire n'est pas... Bien n'est pas un mythe, c'est une réalité, dure même parfois. Ouais, Voilà. exactement. Dans la ville de Béjaïa, ce qui est intéressant dans la ville de Béjaïa, c'est quand on vient à Bougie, c'est qu'on vient à Bougie. C'est pas un lieu de passage. C'est un cul-de-sac. Quand on arrive à Bougie, c'est qu'on a décidé d'y aller. Donc, soit parce qu'on a de la famille, soit parce qu'on est invité, soit parce qu'on a envie de visiter. Le seul passage, à mon avis, qui fait de Béjaïa une ville de passage, c'est le chemin vers la Mecque. D'où, justement, tous ces soufis, Ibn Arabi, je pense même à... C'est des Boumediennes et tout ça. Parce qu'on arrivait à Bougie, on restait quelque temps avant de prendre le chemin vers Tunis et puis après vers la Mecque. Donc ce côté, d'autres villes comme Bouira, comme tu dis, c'est des carrefours. Donc on peut prendre un café et puis continuer le chemin Sétif et ainsi de suite. Mais Bougie, quand on vient, c'est quand on est venu vers elle. Pour elle. Voilà. Vers elle et pour elle. On parle de l'amour d'une femme ou de l'amour d'un être. Oui, justement pour rester un petit peu dans en quoi cette les photos de Al-Sri Tahar, vous en parlez en premier lieu, vous qui avez réalisé les textes calligraphiques de ces grands poètes? Les photos, la calligraphie. D'abord les photos. D'abord les photos. Il y a une amitié avec Al-Sri Tahar, c'est que bon, on partage beaucoup de choses, entre autres la poésie et la photo. Je dirais que la poésie, parce que dans il y a ce dialogue, le dialogue, ce regard croisé. On va dire que la photo aussi est une poésie. Donc c'est un passionné de photos. C'est un passionné de photos, c'est un passionné de sa ville, c'est un passionné de poésie. Un grand jaloux de sa ville. Oui, je pense que c'est un grand jaloux, et en plus il le dit, et en plus un jaloux est quelqu'un qui a mal. Ouais. Comme a dit Rachid Boujdra, Béjaïa est une ville qui donne du mal, qui fait mal. Quand on aime, on a souvent mal. Al-Sri Tahar, c'est quelqu'un qui aime sa ville, ça c'est indéniable, on le sent. On le sent dans le livre, on le sent dans le texte de Rachid. Surtout dans le texte. Hein. Surtout dans le texte, parce que Rachid a photographié Kiki d'une autre manière. Disséqué. Disséqué. Donc c'est pour cela que le texte et les photos s'accompagnent, se tiennent par la main pour justement nous transmettre d'abord cet amour qui est commun, et puis après l'amour de Kiki qui est, comme je disais tout à l'heure, arpente la ville par ses compositions, par ses lumières, par ses quartiers anciens, par ses floraisons, par ses... c'est un livre vraiment parfumé, moi je dirais, parce que on sent les ambiances des cours, on sent il y a certaines photos, on a envie de rentrer dedans pour se reposer. Ouais. Je connais quelques maisons. Très humaines. Très humaines, c'est ce côté-là qui est poli, tu vois. C'est des photos de maisons touchées. On sent la caresse du temps, la caresse des gens qui sont passés, et c'est ça qui fait de très bonnes photos. Bah, vous le disiez si bien il y a seulement quelques instants, Rachid Boujdra a détecté justement cette sensibilité poétique, philosophique de Al-Sri Tahar. Il le dit, hein. Il dit Al-Sri Tahar camoufle sa pudeur, sa violence, son agressivité, sa passion du monde qui transgresse cette mémoire millénaire et tenace d'une ville parfois hargneuse, parfois pulpeuse, parfois cotonneuse, comme imbibée par son propre embrun. On est réellement dans l'histoire des corps désirés. Tout à fait. Ouais. Les corps, même pour ajouter quelque chose peut-être dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est fondamental dans les photographies d'Al-Sri Tahar, c'est les gens, les visages, les silhouettes. Parce que Al-Sri Tahar connaît la ville, connaît les gens, parle aux gens, va vers eux, il connaît bien les gens, et ça a une sorte de, comme ça, de tendresse vis-à-vis de ces habitants de Béjaïa, de différentes catégories sociales, en particulier les pêcheurs. Je dirais, avec surtout dans la vision du port, etc., les cordages, ils font vraiment quasiment une œuvre d'art à part dans le livre. Et ces visages, parce que... Quand vous parlez de cordage, vous parlez d'un appel vers l'exil. Est-ce que ce ne serait pas réellement un ancrage, Rachid Boujdra?
Oui, oui, plutôt, non. C'est un appel vers l'exil intérieur dans ma tête, hein, dans mon esprit. Parce que le cordage, c'est vraiment là comme une métaphore. Je ne sais pas s'il y a pensé, si le photographe y a pensé ou pas. Moi, j'y ai pensé, en voyant ces photos, que c'est une sorte d'ancrage, de vouloir ancrer cette ville à travers ces cordages, ces nœuds, qui sont souvent magnifiques. La matière première. Juste pour rebondir sur les cordages, c'est vrai que c'est pas de la photo symbolique, mais c'est des problèmes d'attache, de nœuds, tels que toute existence passe par des nœuds, essayer de les délier, de les nouer, les attaches par exemple aux amarres. Et d'ailleurs, l'une de mes premières exergues, j'en ai fait 3, la première elle est en kabyle, et elle dit c'est météo chaudra zemmours, c'est-à-dire mon cordon ombilical est noué à l'olivier. C'est aussi une attache. Ouais. Mais vous êtes dans le jeu de langue, hein. C'est comme ça qu'on arrive à la jouissance. Comme le disait si bien Rachid Boujedela, l'arabe, le français et puis le kabyle. Le kabyle, parce que c'est une ville, j'ai baigné dans ces 3 langues-là. Les 2 premières langues de ma vie, c'est le kabyle et l'arabe bougiote, bdjaoui, l'arabe algérien. Et d'ailleurs, dans les 3 exergues, la première, c'est météo chaudra zemmours. C'est l'attache aussi à l'olivier. La troisième, c'est un texte de Ben Sahla qui dit Rijli mshat biya ou sibti ainiya. Vous avez parlé tout à l'heure de déambulation. Lui, c'est un très beau texte que Medina, je pense, elle connaît bien. C'est Rijli mshat biya ou sibti ainiya. Il parle, c'est une qsida de Ben Sahla envers une femme. Vous avez le texte en tête, Medina? Le texte en tête. Juste un petit passage? Non. Ou est-ce que vous l'avez en tête, non plus. Le texte. Pour ne pas dire n'importe quoi. Mais Rajli Mshat Biya, j'ai repris, ça c'est le début du refrain. Rajli Mshat Biya au Sebtiani, parler d'une femme évidemment. Mais moi je l'ai pris, et quel hasard, quel beau hasard. Rajli Mshat Biya fi bjaya ou Sebtiani. Parce que Sebtiani, c'est tout le regard que j'ai porté sur ma ville, à travers quoi? À travers un appareil photographique, à travers l'art photographique. Et il y a une 3e exergue d'un essayiste, philosophe, tout ça, d'origine chinoise, mais qui est français, qui s'appelle François Cheng, et qui dit la beauté est partout, et elle mérite d'être regardée par tous. Et ça se passe tous les jeudis sur notre plateau à partir de 20h45, ici même sur les ondes de Canal Algérie. Alors dites-moi, c'est quoi les souvenirs pelucheux, poreux et fragiles d'une enfance enfuie à la Rachid Boujedela? Ça, c'est un peu mon histoire à moi avec Bjaya. Donc, ça, je me suis retrouvé dans les photographies comme si même Aris Khattar, qui est beaucoup plus jeune que moi, avait vécu ce côté justement caché, cachotier que nous avons dans toutes les villes algériennes, de toutes les villes arabes, avec ce que je parlais tout à l'heure. J'ai parlé de décors, la découverte des corps des filles, des colons et des femmes de colons sur les plages que nous n'en avions pas à l'époque. Bon, aujourd'hui, on les a, bon, ça va mieux. C'est-à-dire qu'il y a tout ce... C'est ce que nous retrouvons dans votre dernier roman, hein. Oui. La sensualité, la sexualité, c'est un fondement, la sexualité. Bah, écoutez, en tout cas, je vous promets une émission tout entière consacrée, non pas seulement à la sensualité, mais à votre roman, je le rappelle, Printemps, à Rachid Boujedela. Parce qu'il y a comme une forme de récupération des souvenirs de Al-Sqitaha lorsque vous avez commis le texte de ce bel ouvrage, je le rappelle, qu'on est venu vous offrir pour jouer aux prolongations de vacances, Béjaïa, ma ville, ma pupille, Béjaïa, Moumouania. Vous dites, hein, vous parlez à Rachid Boujedela justement de la voix de Sadr Beljaoui, et vous dites, Sadr Beljaoui, dont la voix à la fois rocailleuse et velouteuse a hanté mes vacances d'enfant pendant l'enfance et l'adolescence. Voix que je percevais en passant devant les cafés morts ou pendant les mariages fabuleux qui étaient de vraies expositions de mode où tous les genres de Gondora se faisaient une concurrence impitoyable. Lieu de beauté aussi qui allait nous être interdite très très vite, comme les bains morts aussi. Beaucoup d'interdictions que vous transgressez aujourd'hui. Oui. Enfin. Oh, pas qu'aujourd'hui, non, quand même. Ça fait 50 ans que je transgresse. Oui, dans le depuis texte. Depuis 65. 1965, mon premier texte, mon premier recueil de poèmes. Il restera toujours l'escargot entité, hein. Oui, pas Rachid Boujedela. Et justement, pour revenir à l'esthète et surtout au plasticien
que vous êtes. Vous avez, je le rappelle encore une fois, réalisé les calligraphies des grands poètes qui ont nourri justement l'imaginaire et la réalisation photographique de Al-Esqi Tahar. Au-delà de cela... Moi, je trouve que la calligraphie de Al-Esqi Tahar ajoute vraiment quelque chose de pictural aux photographies qui sont de la picturalité même. Ouais. C'est vraiment ça, ça fonctionne bien. Dans mon travail de plasticien Rachid, sincèrement, la calligraphie, je l'utilise rarement. C'est vraiment un truc que je donne à mes amis. C'est vraiment un cadeau. C'est vrai que j'aime calligraphier les textes de mes amis. J'en ai fait pour Mustafa Bouchareb. J'en ai fait pour Jamal Amrani, plein d'amis comme ça, mais vraiment c'est quand j'ai un coup de cœur. Vous êtes dans l'affect vous aussi Oui, non, j'aime l'écriture, mais dans ma peinture, dans mon travail de peintre et tout ça, rarement je l'utilise. Rarement je l'utilise, parce que pour moi déjà ma peinture elle est mouvementée, donc c'est une écriture, un geste c'est une écriture. On peut dire même que tout est écriture. Ouais. Tout est écriture. Toute écriture. Oui, le mouvement est une écriture. Tout à fait. Et l'art, c'est une question geste, c'est un dessin. C'est un dessin qui... Sans art, sans affect, il n'y a pas d'art. Voilà, tout à fait, exactement ça. Comment se sont fait le choix de ces textes, justement, entre poésie, entre choix, justement, de ces grands artistes qui vous ont toujours accompagné à Al-Esqi Tahar? C'est venu, ça coulait de source. Par exemple, le texte de Ben Debbah sur Al-Rabi'iyya, قوم ونهض تستنشق طيبك النوار عند ملاح الفجر وبان بسمو الربيع قبل يعشق غنامو. C'était un texte qu'on devait monter en pièce de théâtre avec Azdin Medjoubi Allah yarhamou, avant qu'il ne soit assassiné en 1995. C'est des textes dans lesquels j'ai baigné. Ça veut dire que quand vous parliez tout à l'heure des quartiers, des vieux quartiers de Bjaïa, etc., mon premier, si tu veux, que j'ai baigné dans cette poésie-là, dans la poésie andalouse, dans des textes, le texte de Sidi Boumdien el-Routi, Dirul Awani, c'est aussi un texte... Reprise majestueusement par Cheikh Reda Domaz. Reprise par Cheikh Reda Domaz dans son coffret. Au Stade d'Art. C'est des textes dans lesquels j'ai baigné dans ces textes-là. Et c'est des textes qui tombent, mais alors à pic par rapport aux photos sur lesquelles je les ai posées. Et c'est aussi ma manière à moi, c'est une totalité, ce livre-là, c'est une manière à moi de dire, voilà, ces photos-là aussi, sans par exemple le texte de Sidi Boumdien ou bien de Ben Debbah à l'Arabia, il y a quelque chose qui aurait manqué, tu vois. C'est une manière à moi, un peu, de rendre visible quelque chose d'invisible. Ça veut dire que le texte, ça c'est pas de moi, c'est de Paul Klee. Paul Klee qui dit, l'art, c'est la capacité d'un artiste de rendre visible l'invisible. Et je pense que le fait de rajouter... C'est vrai que la photo en elle-même, elle a ses signes, elle a sa propre lecture esthétique, mais j'ai rajouté ces textes-là de poésie chez Al-Tana, chez Al-Milhoun Tana, et c'est à travers ces textes-là, et c'est à travers ces images-là, et c'est à travers la sensualité de Bjaïa, sa puissance minérale, la puissance des éléments de cette ville, l'histoire de cette ville, les traces. Vous savez qu'à Bjaïa, il n'y a pas un endroit dans la vieille ville, quand on marche, il n'y a pas quelque chose qui est lié à l'histoire de toutes les civilisations qui ont traversé le bassin méditerranéen et l'Algérie. Et je trouve que Bjaïa, le fait qu'elle ait toute cette profondeur historique millénaire, on la sent partout à Bjaïa. Et donc c'est un peu tout ça que je voulais mettre dans ce livre. Donc on va dire que vous faites de la photo comme on fait de la poésie, c'est bien ça? C'est une forme poétique, la photo. Exactement. Comme un peintre aussi. Comme la peinture, parce que dans ce livre, il y a des compositions, mais vraiment qui sont... Mais dans plusieurs lectures, vous voulez dire? Oui, non, il y a de la couleur, je veux dire, il y a des plages de couleurs qui sont des compositions, mais vraiment dans l'ancienne ville, comme ça, où il laisse beaucoup de place à la couleur, avec un regard beaucoup plus de plasticien que d'un photographe, parce qu'il y a absence de visage humain. Donc c'est vraiment une composition picturale. Sur le port, là, une des photos que j'aime beaucoup,
entre autres, hein, ce que j'aime beaucoup, cela que j'ai envie d'acheter d'ailleurs à Kiki, c'est les cajoux. Merci, merci. C'est les cajoux là, de sardines entassées dans le port de Béjaïa. C'est vraiment une très belle composition. Très beau tableau. Très belle composition. Donc il y a un regard de peintre aussi. Hein. Alors, il le dit, la brume est partout, sur les montagnes, sur la mer, sur le port, sur ma nuit. Même les paillettes que je mets dans mes neurones n'arrivent pas à en dissiper l'opacité. Béjaïa baigne dans l'épais brouillard et moi avec. Il y a beaucoup de souffrance également dans cet ouvrage. Je pense que oui. De blessures, voilà. C'est ce que j'ai également retrouvé dans le texte de... Il y a beaucoup de douleur. Ouais. Beaucoup de douleur. Je crois qu'on ne peut pas, et Rachid le dit très bien, depuis toujours, on ne peut pas créer sans douleur. Il y a encore des blessures béantes. Il y a la béance, la douleur, je pense que c'est l'aiguillon de la création. Ouais. On ne peut pas être on ne peut pas être sensible, humain, aimer la poésie et rester insensible à tout ce qui est autour de soi, à la douleur du monde, à la douleur des êtres, à sa propre douleur. Je pense que l'art est là aussi pour... que ce soit l'art photographique ou bien la littérature, la poésie, la peinture, la musique. C'est un peu une manière qu'a trouvé l'homme pour s'en sortir. Parce qu'il y a une phrase de Nietzsche que j'aime beaucoup qui dit le salut de l'homme est dans l'art. C'est dans l'art que l'homme pourra un jour sauver de ses propres tourments et de sa propre douleur. L'une des dernières questions que je vous poserai à Rachid Boujedra, est-ce qu'aujourd'hui, dans cet ouvrage de Al-Sqittar, on est dans une forme de narration, de témoignage ou de souvenir nostalgique? Oui, de tout, l'ensemble. C'est à la fois il y a des photographies, je pense, sur le vif, là, qui n'ont pas... D'autres qui rappellent l'enfance ou le passé, disons, du photographe. Un peu aussi de moi, je sais pas, celui qui a fait le texte, comme je pense d'Al-Sqi aussi, qui a fait calligraphier, tous, je crois, quelque part de nous. Et je pense que tout à l'heure, on parlait je crois que ne peut créer, la vraie création est liée fondamentalement aux blessures symboliques. C'est Bettelheim, c'est le fondateur de l'école de Chicago, un immense psychiatre et psychanalyste qui s'occupait beaucoup des enfants autistiques, et il considère que les artistes sont des enfants autistiques, qui n'ont pas pu sortir de leur enfance. Le vrai artiste, c'est celui qui ne quitte pas l'enfance. Et donc, ce sont quelque part, on sent les blessures symboliques dont parle donc Bettelheim dans ce livre. Aussi bien les photographies de Tahar, de II et de Rachid Boujedra. Et donc, il y a ça. Et sans ça, un petit message pour les jeunes qui nous écoutent, les jeunes qui ont envie d'écrire. Il y en a beaucoup qui écrivent, qui nous envoient des textes. Le problème à la fois de cette blessure et du désir. Le désir de faire les choses. Et non pas d'avoir un nom, ou de devenir riche, ou de devenir célèbre. Non. Créer, c'est effectivement essayer de colmater, de combler ces blessures symboliques dont parlait ce psychiatre américain fondamental, qui a beaucoup soigné les enfants. Et Al-Sqittar ne connaît pas sa ville seulement d'une façon visuelle, mais presque tactile. On la toucherait presque comme un corps désiré, c'est ce que je disais au sommaire de l'émission, à Rachid Boujedra. Oui, mais c'est sûr que c'est vraiment... Les villes ont toujours été chez les poètes, depuis longtemps, depuis Échille, considérées comme des femmes, hein, toujours. Je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas comme des hommes. Elles peuvent être comme des hommes. Mais donc comme des femmes, avec leur forme, avec leur... peut-être leur sensualité, cette façon particulière qu'a la femme d'être par rapport à l'homme. Là, vous nous parlez d'alchimie gestuelle aussi. Oui, beaucoup de gestuels, beaucoup. Là, ce dont on vient de parler, sur les trucs des cagettes, là, qui sont entassés les uns sur les autres, et qui donnent vraiment un très très beau tableau de peinture pure, qui n'a plus rien à voir quasiment, on ne voit plus du tout où est la photographie. Ça devient de la peinture. Et c'est là qui m'a beaucoup, moi je l'ai toujours vu avec son appareil, on se fréquente beaucoup, on habite le même quartier,
Mais j'ai jamais pensé qu'il faisait des choses aussi intéressantes. Oui. Et quand j'ai découvert ce truc, j'ai découvert un peintre derrière. Je connaissais sa culture, sa passion pour l'art. Il a beaucoup été un pourvoyeur d'art. On le sait, avec la fameuse librairie Noun, l'espace Noun quand même, qui a joué un rôle très important dans l'histoire culturelle d'Alger. Et beaucoup d'espaces culturels de grande facture ont malheureusement disparu. Oui, Il faut également le dire. Absolument. C'est vraiment malheureux. Il faut dire aussi que Aras Qatar ne photographie pas que ce qu'on voit dans le livre. Oui. C'est quand Rachid Boujdra parle d'Aras Qatar en tant que peintre, moi je sais que par exemple, Aras Qatar m'a accompagné dans mon travail par son appareil photo, par son regard, et assez souvent, donc il est venu. J'ai préparé une exposition, l'oiseau minéral, je l'ai préparée à Bougie. Elle était faite à Alger, mais je l'ai préparée à la cinémathèque de Bougie. Tout le reportage, c'est Aras Qatar, donc c'est quelqu'un qui a suivi étape par étape tout le processus du travail. Et je pense que Aras Qatar est proche aussi de la peinture. Il a accompagné pas mal de... C'est peut-être un jour un autre travail, un autre livre. De très grande culture. Justement, c'est que dire que, là, à la fin de cette émission, que vraiment... Les portraits professionnels sur Rachid Boujdra, parmi les meilleurs du monde, puisque j'ai été photographié dans le monde entier par des grands professionnels italiens, chinois, américains, c'est peut-être, je dirais, les meilleurs, parce que là, c'est peut-être parce qu'il est bougiote. Mais vraiment, il a fait des portraits, juste un petit exemple de cette capacité technique et de cette façon, parce que s'il n'y avait pas toute cette charge de tendresse, d'amour, de passion, il n'aurait pas fait les portraits ceux qu'il avait fait de moi. Ouais. Et c'est magnifique. Il vous a également peut-être parti de revenir et de revisiter les chemins de l'enfance, votre enfance. Oui, oui, absolument. Là, ces deux chemins se rencontrent à 15 ans après, ils s'entremêlent. Oui, oui. Et vous dites, en fin de parcours, en fin d'aventure, vous dites justement, Aras Qatar photographie sa ville comme on vaccine le monde d'une façon sublime. Grâce à lui, Béjaïa est devenue intarissable. Ouais. Maintenant, elle parle beaucoup. Oui. Elle va parler aux gens. Même ceux qui la connaissent, même ceux qui y habitent, vont la découvrir. C'est marrant. Hein? Intéressant. Aras Qatar. J'aimerais juste dire que l'objet livre que vous avez entre les mains, il a été fait grâce à... J'ai eu des partenaires, des institutions locales qui m'ont... Je peux le dire? Bien sûr, c'est votre émission. Voilà, merci. Il y a eu quand même, j'ai été aidé par la PC de Béjaïa, par la P8 de Béjaïa, par des établissements... Port de Béjaïa, des associations. Et ça, c'est parce que je l'ai fait à compte d'auteur. Oui. Je l'ai fait tout seul. Et c'est vraiment... Ça veut dire que les choses peuvent se faire, qu'il peut y avoir une aide d'institutions, etc. Que ce soit pour un livre ou pour autre chose. Et que je veux vraiment les remercier. Et que ce livre, c'est vrai aussi, je l'ai fait avec un texte de Boujdra. Je l'ai fait avec une graphiste qui s'appelle Rima Djahnin, qui a fait le graphisme de tout le livre. La sœur de Habiba Djahnin. La sœur de Habiba, cette grande curieuse du cinéma. Voilà. Et Arskel Arbé et un tas d'amis qui m'ont vraiment supporté pendant beaucoup de temps. Et vous me permettez également de saluer Nasser El Saidi, hein. Mais oui, qui a beaucoup travaillé, qui a porté également ce projet qui ne voulait pas passer à l'antenne ce soir sur le plateau de Culture Club. Il le dit, mes jours s'égrènent, les ruisseaux les mènent vers le grand fleuve et la mer, réceptacle de mes tourments, me remet à l'éternité. Vous avez enfin réglé vos comptes avec Béjaïa? Non, je règle de compte avec personne. Non, c'est aussi. Moi, je pense que la création artistique, c'est aussi une sorte d'exorcisme, entre autres, hein, dans tous les arts. Bon, c'est peut-être une manière. Ça va me permettre de passer à autre chose. Ah ben justement, d'autres villes, on le disait bien en début d'émission, il y avait deux villes qui ont fait de vous, qui vous ont construit, enfin qui a construit l'être que vous êtes, c'est Béjaïa et Alger. J'imagine que la sœur jumelle d'Alger va certainement vous donner d'autres idées. Un livre sur Alger qui vous parle. Mais pourquoi pas, mais le prochain projet, c'est autre chose. Je veux garder ça juste la prochaine émission que je viendrai faire avec vous. C'est juste un prétexte, voilà. Justement. Et vous savez, il nous reste moins de 5 minutes avant la fin de l'émission, avant la présentation de quelques ouvrages que vous retrouverez chez les bons libraires pour cette nouvelle saison culturelle 2014-2015. On va demander à notre amie, alors on va d'abord la saluer, hein, parce qu'elle nous a fait le plaisir d'être avec nous pour ce premier numéro de la saison. Je le rappelle encore une fois, Medina Yahyaoui, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc
donc vous travaillez, enfin vous accompagnez, hein, vous êtes dans l'association d'école andalouse, je le rappelle encore une fois, Ahbab Cheikh Sadaq El-Bejaoui, depuis combien de temps? Depuis 7 ans à peu près. D'accord, très bien. 7 ans, Et la oui. première fois où il a entendu votre façon d'interpréter, il est tombé éperdument amoureux de cet instrument et de la façon dont vous le maniez. Apparemment. Oui. Je ne suis pas tombé amoureux de l'instrument, je suis tombé amoureux de ses doigts Ouais. et de sa capacité à faire donner à cet instrument des sonorités. Vraiment, j'en parle, des sonorités et des compositions musicales. Pourquoi je voulais qu'elle soit parmi nous ce soir? Aussi parce que la manière dont elle joue, il y a tout le, encore une fois, racine de la musique andalouse Abjaya, de Cheikh Sadaq El-Bejaoui, du Cheikh Abjaya. Mais c'est que les sonorités de la mandoline, il y a quelque chose de très cristallin, de très précieux, qui est vraiment en rappel. C'est comme un miroir. C'est aussi, la musique à travers la mandoline me parle aussi, comme me parle le murmure des vagues, le clapotis des vagues, comme vous le disiez tout à l'heure. Et Medina est une fille que j'ai vue grandir comme ça, avec son instrument. Et il y a eu des maîtres de la musique andalouse. Moi, j'ai vu Nordin Saoudi, j'ai vu Ahmed Sarri, j'ai vu des maîtres comme ça, vraiment être bouche bée et la saluer humblement par sa maîtrise de l'instrument et sa capacité à faire des... Voilà, par exemple, à faire le khanet, des grains de beauté. Elle a une manière, par exemple, de faire des istikhbar mais elle a sa propre touche à elle. Et si nous écoutions juste un petit passage d'un texte que vous avez choisi, en accompagnant, en écoutant, savourant, dégustant la musique de Medina Hiaoui. Vous avez choisi quoi comme texte? Non, alors, c'est un texte de Cheikh Sadaq El-Bejaoui sur Bjaya. Cheikh Sadaq a fait une ode comme ça à Bjaya, et ça s'appelle Yaqd al-Msrar. Et bon, je vais peut-être vous lire un petit passage. Voilà, allez-y. Un petit passage. Tant de donner à Medina de prendre son instrument. Et avant de nous quitter pour la présentation des ouvrages pour ce premier numéro de la saison de Culture Club. Oh, bon, je vais lire quelques passages. Hein. Allez-y. أقصد بيه السلام ثم قي البلاد خمام تلقى حد الريام دايرين على الصينية والفي زرق الوشام انفقدت على عينية انزل في الخميس درب السيقيلي وبن حمديس انظر بعينك قيس بالبنات ضي بضية الزين الكايس عيشة قرنفلة ورقية أقصد باب اللوز بنات العز أهل الكنوز مريم وفيروز زينة مسك الغالية سير من ثم وجوز المقراني سال عليا ما المقراني سار يا الفارس أعطي التيسير واقصد ديار الخير عين بوخليل زيد شوية ثم قيل الطير في المعظم جبال قرايه ياك حل الإجفان زور ولفي جدي الغزلان في حومة قرمان ساكنة السطوح العالية الورد والسيسان في الباب تترجى فيا أهبط من ثم أبي مدين وسيدي رمان معروفين جيران اشتهرت بيهم بجاية بالدين والإيمان بن خلدون والحفصية. Et c'est déjà la fin de l'aventure. ريت 7 جبال بالخضور والخيل والفيجل ثم لقيت الغزال كوني وسط عليا يا أميرة الأطفال زورني يا الزعبالة اتسترا. Merci beaucoup. Alsri
Tahar avec l'étroite collaboration de Medina Hiaoui qui nous a accompagnés, je vous rappelle, de l'association Cheikh Sadaq Le Bejaoui. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci de vos messages sur cultureclub@20tv.dz et puis une petite musique de nuit qui nous annonce la fin de l'aventure. Je vous rappelle encore une fois, vous êtes sur la bonne embarcation pour repartir en terre culturelle pour une saison. Béjaïa, ma ville, ma pupille, Al-Sqi Tahar, Rachid Boujedra, quand deux grands artistes se rencontrent, ils donnent naissance à un objet, l'objet du scandale. C'est Béjaïa Momo Enia, c'est à compte d'auteur. Il est en vente chez les bons libraire. Rachid Boujedra qui sera très bientôt des nôtres, dans une semaine ou deux, pour ce roman d'une beauté extrême d'après Nasser Saïdi que nous saluons au passage. Boujedra, Printemps, son roman aux éditions Balzac qui sera, je le disais, présent lors du Salon international du livre. Un autre garçon qui est un grand fidèle des programmes de Canal en général et de Culture Club en particulier, qui évolue hors nos frontières, également qui a un amour fusionnel terrible avec l'Algérie. Hein. C'est Jazairi Baraka, son dernier roman, c'est aux éditions de l'Espoir également. Il sera avec nous dans une dizaine de jours. Il s'agit de Hossein Boumerdes, Vent de face, qui lui raconte l'histoire torturée et douloureuse de l'Algérie pendant la guerre de libération nationale. C'est aux éditions d'Aliman. Il était de passage, mais également son roman sera présent au Salon international du livre. Abdelrahman Makhlef, Un brin de menthe à l'oreille, une saga à la Kasbah qui va certainement plaire à ce citadin, ce grand citadin qui est notre ami Al-Sqi Tahar, appelé affectueusement Kiki. C'est aux éditions Apic. Également une pensée pour un grand photographe. Il s'agit d'Abdelkrim Amerouche, hein, qui a commis ce bel ouvrage, s'appelle Portrait. C'est aux éditions Balzac. L'une des premières éditions de Balzac, c'était il y a un peu plus de 10 ans, où on retrouve bien sûr Al-Sqi Tahar, on retrouve Al-Sqi Al-Arabi, on retrouve Rachid Boujedra qui avait une pilosité qui a disparu depuis. Voilà, donc ces portraits, quelques autres ouvrages, 50 ans de médias algériens. C'est aux éditions les amis d'Abdelmajid Abdelhamid Benzine également. C'est en vente chez votre libraire habituel, Le Bon s'il vous plaît. Et puis les deux derniers, hein, Hamid Ali Bouarsida que nous avions le plaisir de recevoir pour son ouvrage 5 dans les yeux de Satan qui avait obtenu le prix Mohamed Il est de retour enfin pour notre plus grand bonheur dans la dernière carte. C'est aux éditions L'Harmattan dans la collection Lettres du monde arabe. Et puis celle également qui nous a fait le plaisir d'être avec nous sur ce plateau, un livre qui est également en vente chez votre libraire habituel, Le Bon, mais également présent au Salon international du livre, Hadjar Bali, Trop tard, des nouvelles aux éditions Balzac, qui parle d'un certain libraire qui tourne dans certains cafés tard le soir. Alors voilà, Hadjar, elle parlait certainement de Kiki, de quelques animateurs, peut-être nous-mêmes. Merci beaucoup messieurs, merci Al-Sqi Tahar, bon vent encore une fois, d'autres ouvrages, et puis longue vie à votre ouvrage. À très bientôt, hein, c'est-à-dire dans une dizaine de jours, Rachid Boujedra. Merci beaucoup à vous Al-Sqi Tahar, merci beaucoup Medina Hiaoui, puis merci à vous qui nous suivez, qui nous êtes fidèles sur les ondes de Canal Algérie. Voici une émission qui a été montée par Souhila Ben Salem et puis réalisée comme d'habitude par mon compagnon de route, à savoir Mohamed Boulis. Que la nuit vienne reposer nos esprits. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.